très heureuse de vous savoir nombreux pour ce nouveau rendez-vous de l'information sur IFTV International. Au menu de l'actualité, l'étudiant Roujdan Adam en phase terminale de sa formation à l'École internationale de graphisme, EIG, a brillamment présenté son mémoire portant sur le rebranding de l'identifiant de la chaîne de télévision IFTV International. Les informations détaillées seront fournies dans cette édition. À la page culture de cette édition, l'Association mondiale de la chefferie traditionnelle et de la fraternité Loboloché à Wamimon Igbaïwaché a tenu une conférence de presse, une échange centré autour du thème l'historique de la fraternité Loboloché à Wamimon Igbaïwaché, l'ignorance autour de nos divinités. Bienvenue, démarrons cette édition par l'actualité au Bénin. Les étudiants en fin de cycle de formation à l'École internationale de graphisme EIG ont eu à défendre le thème de soutenance devant les membres de jury en présence des parents, amis et connaissances. L'initiale de la chaîne de télévision IFTV a fait l'office du thème de soutenance de Mohamed Roujdan Adam. C'est l'EIG de Haïbatin à Cotonou au Bénin qui a servi de lieu de soutenance ce jeudi 27 juin 2024. Le compte rendu avec Brice Atinéo. La chaîne de télévision IFTV a un nouvel initial qui la rend encore plus moderne. Cela est le fruit de réflexion de Mohamed Roujdan Adam, graphiste et designer. Son choix, le rebranding de l'identifiant de la chaîne, n'est pas sans motif. L'objectif de ce projet est de reprendre le logo de IF pour développer une nouvelle identité visuelle percutante, simple, mémorable qui reflète ses valeurs, son positionnement, son style unique et moderne. L'Impétran se propose de donner une nouvelle vision à travers les articles et accessoires à l'effigie du nouvel initial, comme les moyens roulants, les t-shirts, les casquettes, les porte-clés, les sacoches et des stands pour des événements hors des locaux de la chaîne. Il a développé dans son exposé le choix des formes d'écriture et des couleurs adoptées. Nous avons eu à faire des recherches qui ont constitué notre mood board. Nous avons des logos de médias, des petits pots et des éléments graphiques. La remarque que nous avons faite comme point commun, du niveau des couleurs, la couleur bleue, le vert, le jaune et le noir sont les couleurs les plus utilisées. Et au niveau de l'impact de ces logos, on voit que ces logos sont lisibles, uniques et mémorables. Le mood board que nous avons fait est le guide des choix judicieux des couleurs, des typographies, des éléments graphiques et autres qui vont nous permettre de reprendre l'identité visuelle de IFTV. À la fin de sa présentation, l'exposant a apporté des clarifications aux différentes préoccupations ayant rapport avec le thème développé. Après quelques minutes de concertation des membres du jury, place au moment tant attendu, la délibération. Le président du jury délibère. Une bonne note suivie des félicitations des membres du jury. Le travail de qualité, le travail il est bien fait. Merci à toi et bonne continuation. C'est un moment de joie et de soulagement pour Mohamed Roujdan Adam qui a laissé entendre les raisons du choix du thème de ses travaux et son apport à la chaîne de télévision IFTV pour son rayonnement de par ses acquis professionnels. Quand on veut parler de l'image professionnelle d'une entreprise ou d'une société et tout, il faut que ça attire, il faut que ça impressionne. Donc je ne peux pas voir un truc qui vient de chez moi et ça ne plaît pas aux gens. Et j'ai vu l'ancien logo et l'identité de AIF, je me suis dit que pourquoi ne pas travailler sur ce projet et valoriser encore plus la chaîne de télévision pour qu'ils puissent atteindre de nouveaux objectifs.
si on veut que on puisse avoir plus de téléspectateurs, il faut que la chaîne de télévision attire. Et on peut pas, même si on a une chaîne de télévision, s'il n'y a pas assez de téléspectateurs et s'il n'y a pas des émissions qui intéressent vraiment les cibles, il n'y a rien à faire. On n'aura pas à atteindre les objectifs au niveau de la chaîne. C'est également l'occasion pour le directeur général de IFTV International, présent à la soutenance, de féliciter l'Impétron et l'École internationale de graphisme EIG pour la qualité de formation qu'elle dispense et ce que cette innovation de l'étudiant apporterait à la chaîne. C'est la joie à l'extrême qui m'anime parce que nous venons, n'est-ce pas, de faire des réformes et après une panne technique sur notre chaîne, des réformes pour innover sur IFTV. Et voilà que le nouveau-né sur lequel on était en train de travailler et en commun accord avec Monsieur Mohamed depuis un moment, et voilà que ça vient maintenant à un moment très décisif, à un moment inoubliable pour nous. Donc ça va nous permettre de changer, n'est-ce pas, le logo de la chaîne. Ça va nous permettre, n'est-ce pas, d'innover avec les IPT pour que IFTV soit vu, visible sur les smartphones, un peu partout dans les champs. Donc ça crée encore une autre visibilité, un champ d'action plus élargi à IFTV, et c'est beaucoup d'innovation à la fois et un sentiment de joie à l'extrême m'anime. J'en suis ravi. Aujourd'hui, c'est un meilleur jour, un nouveau jour qui s'ouvre pour IFTV International, mais pas pour IFTV International parce que IFTV International n'existe pas sans ses téléspectateurs. En matière d'innovation, nous avons beaucoup de choses à apporter à IFTV International et bientôt vous allez voir les casquettes venir vers vous, vous allez voir les t-shirts, vous allez voir les voitures à l'effigie de IF, les stands à l'effigie de IFTV International et beaucoup d'autres innovations. Nous allons parcourir tous les départements du Bénin, les 12 départements pour ne pas dire les 77 communes, pour que IFTV soit ancré et faire passer l'information, être plus en contact avec la population, leur donner l'essentiel de l'information. Et sachez que IFTV n'est pas uniquement pour le Bénin. IFTV est une chaîne internationale, donc toute la sous-région de l'Afrique, partout où besoin se fera sentir, nous serons présents pour, n'est-ce pas, pour innover, pour apporter notre pied à l'édifice afin que l'Afrique puisse s'élever, afin que l'Afrique soit victorieuse. Un partenariat entre la chaîne IFTV International et EIG est en vue. IFTV servira très bientôt de cadre d'accueil aux étudiants de l'École internationale de graphisme pour effectuer des stages en graphisme et en montage vidéo. Une nouvelle ère s'ouvre donc sur IFTV International. Vivement que ce partenariat porte ses fruits. Nous restons toujours au Bénin, cette fois-ci dans le domaine de la santé. Plus besoin d'aller à l'extérieur pour se faire soigner. L'ouverture du tout premier centre hospitalier d'envergure internationale en construction depuis 4 ans sera bientôt opérationnel. Ce centre accueillera bientôt ses premiers patients. Qu'est-ce qui fait du Chic un centre moderne de normes internationales? Élément de réponse avec Mamadou Nazifou. Le Centre hospitalier international de Calavi, connu sous le nom de Chic, accueillera son premier patient d'ici la fin de l'année. La réception provisoire de cette installation de pointe est prévue pour la fin du mois de juin. Après 4 ans depuis le début des travaux, cette infrastructure sera bientôt opérationnelle, portant joie et soulagement aux patients du Bénin ainsi qu'à ceux venant des pays voisins. Le Chic recevra son premier patient cette année. Nous envisageons en effet son ouverture au cours du 4e trimestre de l'année 2024. Les travaux sont terminés et nous espérons la réception provisoire à la fin de ce mois de juin 2024.
Le Centre hospitalier international de Calavi est équipé d'un plateau technique de dernière génération, prêt à prendre en charge les pathologies les plus graves nécessitant des interventions complexes. Avec plus de 430 lits, il est le plus grand hôpital du Bénin, offrant ainsi des services de santé de premier plan dans la région. Le SIC, pour le présenter, est le plus grand hôpital du Bénin et sans aucun doute, l'un des plus grands et les mieux équipés de la sous-région. On y compte 436 lits répartis dans 18 spécialités qui sont à leur tour regroupés en 8 pôles, notamment le pôle urgence-réanimation, un pôle cardio-métabolisme pour tout ce qui concerne la cardiologie interventionnelle conventionnelle, la réanimation cardiaque également, un pôle d'oncologie, notamment d'oncologie gynécologique, un pôle digestif et médico-chirurgical, un pôle locomoteur et neurochirurgical, un pôle cardiovasculaire et thoracique, un pôle néphrologique pour tout ce qui concerne la néphrologie et l'urologie, et un pôle tête-cou. Le SIC est un hôpital public qui sera ouvert à tous les patients qui se trouveraient dans le besoin de recevoir des soins de santé. Toutefois, il s'agit d'un hôpital de référence qui ne prendra en charge a priori que les pathologies pour lesquelles les hôpitaux de niveau de référence inférieur n'ont pas la capacité d'apporter les réponses les plus adaptées. Lors de cette prise de parole devant les médias, le ministre a souligné le contexte qui a motivé la décision de construire cet hôpital. En 2016, au lendemain de sa prise de fonction, le président Patrice Talon, conscient de la situation du système de santé de notre pays, a instruit son gouvernement au fin de réaliser l'audit de tous les hôpitaux du Bénin. La commission mandatée à cet effet avait rapporté que les infrastructures médico-techniques de nos hôpitaux dits de référence ne répondaient pas aux normes attendues pour une prise en charge optimale de nos concitoyens. Elle suivra alors la construction d'un hôpital de référence avec des équipements médico-techniques de haut niveau qui soient capables de prendre en charge les pathologies les plus complexes qui soient. C'est ainsi que le projet du SIC a germé. Il est important de noter que le Centre hospitalier international de Calavi ne prend pas en charge les services liés à la santé maternelle et infantile. L'Association mondiale de la chefferie traditionnelle et de la fraternité Loboloché à Womimon Igbaïwaché a tenu une conférence de presse ce samedi 29 juin 2024 à Porto Novo, une échange centré autour du thème l'historique de la fraternité Loboloché à Womimon Igbaïwaché, l'ignorance autour de nos divinités. Le centre culturel de la Fompadec a servi de cadre pour la conférence de presse. Brissa Tindéou, Gérardo Todon. Lorsqu'un peuple a tout perdu, il ne lui reste que sa culture. Kabiesi Oba Oluye Akpesan Ekun, empereur mondial de la fraternité Loboloché à Womimon Igbaïwaché, a au cours de sa conférence de presse souligné l'ignorance autour des divinités de l'ère culturelle Yoruba. Il a montré l'importance de la conservation et de la valorisation des valeurs endogènes de l'Afrique noire à travers le monde. Il s'est donné pour devoir de mémoire le rappel historique de la fraternité dont il est le meneur. Cette communauté dont nous voulons vous parler aujourd'hui est une communauté qui existait depuis la nuit des temps, sous l'appellation de Ido Cheikh. Renommé Loboloché après 3 centenaires sous le règne du deuxième empereur mondial. Il s'agit de Adjado Fakile Odjebiyi.
Et elle était composée de plusieurs ethnies sans distinction de race, de culte traditionnel, de sexe et d'âge. En ce moment, le temple de la fraternité Loboloché faisait partie des lieux puissants que l'empereur territorial de York et plusieurs rois et dignitaires de l'ethnie Yoruba puisaient leur pouvoir spirituel pour diriger leur région. Restaurer les valeurs culturelles de l'Afrique noire en ce qui concerne les divinités et surtout la vraie interprétation des signes de l'oracle Ifa en langue Yoruba est le cheval de bataille de l'empereur. Il explique la véhémence des signes jumeaux de Ifa qui apparaît lors d'une consultation. Ça a été dit par les ancêtres que il y a ces signes de l'oracle jumeaux qui ont descendu sur la terre des hommes. Et les 16 jumeaux signes là, est la voix et parole du Créateur. Et 4 parmi les 16 signes parlent seulement de la nature. Éthiopie, Oyeku, Iwori, Odi. Ces 4 signes là, quand tu renverses Éthiopie, il dit toujours Éthiopie. Renverse Oyakubeji, il dit Oyakubeji. Renverse Woribeji, ainsi de suite. Mais si tu as essayé de renverser l'Osomeji, il va te dire qu'il est Owanri. Obarameji, il te dit qu'il est Okarameji. Vous voyez? Bon. Les natures, le feu, l'air, la terre et l'eau. Ce sont les 4 signes de la nature. Après avoir répondu aux questions des journalistes présents à cette conférence de presse, c'est l'occasion pour l'empereur mondial de la fraternité Loboloché Ahomimo Igbaïwaché d'informer les membres et adeptes de sa communauté de la tenue effective du 15 au 21 juillet 2024 du festival annuel de leur communauté qui est à sa 10e édition. Le tissu retenu est désormais connu. Le festival va démarrer le 15 juillet 2024. Le festival va faire cette année 7 jours. Parce que c'est entre 7 ou 9 jours que ça fait, selon la consultation de l'oracle de cette année. Mais cette année, la consultation nous révèle 7 jours. Et le dernier jour, dimanche, voyez, c'est ce jour-là on va prendre ce paille-là et ce foulard pour que ensemble rend grâce à l'Éternel. Voilà, merci beaucoup. Les dignitaires des cultes endogènes de la fraternité ont donné leur impression à la fin de cette conférence de presse. C'est quelque chose qui est bon. Parce que si tu ne demandes pas, tu ne peux pas connaître. Vous voyez? Donc c'est quelque chose qui est bon. Ce que le roi Obacha a fait là. Hein? Bon, ce que moi j'ai vu là, ils n'ont qu'à faire tout possible de ramener la chose un peu derrière. Ou bien, donc, pour que ça ne soit pas trop non quoi. Sans ça, les gens vont poser la question jusqu'à où toi aussi tu vas perdre. D'enterrer les haches de la guerre, hein, de trouver beaucoup d'amour entre nous-mêmes. Parce que là où il y a l'amour, il y a tout. Il y a la paix, il y a la liberté, il y a tout. Ça fait très longtemps que nous sommes dedans. Et si nous sommes là, c'est parce qu'on veut que les choses s'améliorent pour que les gens aussi puissent savoir ce qu'on appelle la tradition. Quand on parle de tradition, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Donc nous sommes là pour expliquer aux gens et pour définir aussi le nom de notre association. La presse est la première étape qu'on doit garder. Et puis nous avons aussi des gens, nous avons notre manière de faire comprendre aux gens ce que c'est que la tradition. Parce que la tradition, c'est un mot qui est vraiment profond, mais beaucoup de gens ne comprennent pas. Même nos divinités, les gens même ne comprennent pas, ne savent pas cette divinité-là, ce que ça fait. On dit, il y a cette divinité qui est ici, mais eux ils voient, mais ils ne savent pas son rôle exactement. Vous voyez. Donc nous avons notre manière de faire et nous allons le faire. Rappelons que le siège mondial de la fraternité Loboloché à Omimo Igbaïwaché
est à Drégbé dans la commune de Sémépoudji au Bénin. Elle est présente dans plus de 10 pays et ambitionne se faire connaître à travers le monde. On se rend en Côte d'Ivoire où la période pluvieuse a débuté et cette année s'avère dévastatrice, particulièrement exacerbée par l'urbanisation désordonnée. En moins de 2 semaines, elle a entraîné le décès de 24 individus et a également engendré l'effondrement de plusieurs édifices à Abidjan et ses environs. Reportage de Brissatineau. Suite aux fortes précipitations, les pompiers sont pleinement mobilisés. Derrière se trouve un caniveau qui est généralement obstrué par les déchets, les ordures ménagères. Donc c'est cela qui provoque l'inondation de ce quartier. Des missions de sensibilisation sont aussi effectuées dans des quartiers à plus haut risque. Le soir, vous avez fini de travailler, il faut débrancher tous les appareils. Alors quand il pleut, ne laissez pas les enfants s'amuser dans l'eau. Mais l'eau prend parfois par surprise. Le jeudi 20 juin dernier, le ravin habituellement asséché où jouait le fils de Suleiman a été submergé en seulement quelques minutes. 3 enfants ont perdu la vie ce jour-là. Le premier coup a été repêché là. Là, c'était celui de mon fils. Les plus grands ont pu se sauver. Et les plus petits, de 10 ans, 12 ans, ils ne pouvaient pas. J'essayais de courir, se sauver, mais le pire est arrivé. Voilà. La fragilisation des bâtiments fait également partie intégrante des conséquences de ces violentes précipitations. 3 immeubles, dont celui-ci, se sont effondrés dernièrement. D'autres ont été détruits. La cause, l'anarchie de la construction selon cet architecte. Parce que les effondrements auxquels on assiste, c'est malheureusement très souvent le cas de personnes qui n'avaient pas les connaissances nécessaires à leur réalisation. Il n'y a pas d'architecte, il n'y a pas de bureau de contrôle impliqué directement dans les effondrements auxquels on assiste en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, en cette période de l'année, les fortes précipitations sont habituelles, mais le dérèglement climatique accentue le phénomène de plus en plus extrême. Nous assistons à des saisons de pluie de plus en plus atypiques, dans la mesure où le volume de précipitations qui est attendu tout au long d'une saison des pluies peut se retrouver dans des périodes beaucoup plus rapprochées. Des scénarios susceptibles de se multiplier d'ici début mois d'août. L'actualité suit toujours son cours. À présent, on se rend en Guinée où l'ancien chef de l'état-major de l'armée, le général Sadiba Koulibaly, est décédé en détention à Conakry. Le 24 juin dernier, il avait été condamné à 5 ans de prison et a été radié des effectifs de l'armée. La cause, une atteinte à la sûreté de l'État, l'inconduite et la désertion. Les pays de l'Alliance des États du Sahel se posent la question de savoir le rôle et l'importance, la place du numérique pour les États du Sahel en proie à la crise sécuritaire et les opportunités des technologies de l'information et de la communication. C'est autour de ces questions que ces 3 pays membres de l'Alliance se sont retrouvés depuis quelques jours à Bamako afin d'analyser et de proposer des solutions pour un environnement numérique apaisé et sécurisé. Les experts du Burkina Faso ont apporté leur contribution. Le point avec Nazifou Mamadou. Deuxième jour de la semaine du numérique au Mali. Les expositions se poursuivent, de même que les panels. La délégation burkinabèse participe à l'animation du triple panel au programme. Les enjeux d'usage des réseaux sociaux sont abordés à l'entame des échanges. Les réseaux sociaux présentent des avantages qui permettent en tout cas d'informer la population de ce qui se passe au sein de nos États. Mais malheureusement, cette information-là peut être mal interprétée, peut être mal diffusée et ça entraîne la désinformation, les fake news. Il est vraiment important pour nos États de prendre vraiment des mesures idoines, aussi bien à travers la sensibilisation, à travers le législatif et aussi à travers des sanctions. Une autre solution pour mettre fin aux dérives sur les réseaux sociaux, la souveraineté numérique. Le second groupe de panélistes donne les implications et des pistes pour surmonter l'interdépendance technologique. C'est une vision qu'il faut avoir à court terme et à long terme, pas seulement au niveau Burkina ou AES, et même au niveau africain. Tant qu'on ne produit pas les technologies, on a une dépendance forcée. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, c'est arriver à limiter
les impacts qu'on pourrait avoir et se préparer sur le futur à travers la normalisation dans un premier temps, ensuite la production éventuelle de nos contenus, de nos terminaux, et pour pouvoir assurer cette cybersécurité. L'atteinte de souveraineté numérique passe nécessairement par le financement, l'acquisition de compétences et le transfert des technologies. Ce troisième et dernier groupe de communicateurs décortique la question. Il en appelle surtout aux investissements. L'économie numérique est un secteur structurant. Quand vous investissez dans le domaine de l'économie numérique, l'impact atteint tous les secteurs. Le secteur de l'éducation, le secteur de l'agriculture, le secteur de la santé. Que le gouvernement de notre pays a compris cela et a fait de l'économie numérique en fait une priorité, la digitalisation une priorité, pour que réellement il y ait des investissements structurants qui soient faits, pour que tous les secteurs de développement soient vraiment impactés. L'engagement du Burkina Faso pour la digitalisation se justifie à travers plusieurs initiatives. La dernière en date est la ratification du projet de transformation digitale PAC Digital. Un projet à 3 objectifs, le développement de la connectivité des services numériques et des compétences. Tour en RDC à présent pour écouter les doléances des populations et mettre fin à l'insécurité qui sévit dans la partie est du pays. La première ministre Judith Suminwa a séjourné dans la partie est après Bukavu. Elle est arrivée le mercredi dernier à Goma, au nord Kivu. À sa descente d'avion à l'aéroport international de Goma, elle s'est exprimée devant les autorités provinciales. Suivez. À l'est du pays. C'est vrai que comme je l'ai dit à Bukavu, nous avons des problèmes dans toutes les provinces, que ce soit le sud Kivu et encore le nord Kivu, des provinces qui subissent les affres de la guerre depuis plus de pratiquement 30 ans. Cette province, comme vous l'avez dit, meurtrie, il était important de commencer par ici. Ce n'est pas ma première fois, mais c'est ma première fois en tant que Premier ministre. Et pour moi, je me devais de commencer par ici. C'est vrai que les problèmes, on les connaît de loin, on les connaît, mais il est toujours important de venir, de rencontrer la population, de rencontrer les autorités au niveau de la province, les autorités locales, les chefs coutumiers, et pouvoir échanger avec eux, parce que là, nous sommes en train, on a commencé, on a pris fonction, et donc il est important de pouvoir quand même avoir des échanges pour pouvoir ajuster nos interventions dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement. Et pour moi, c'est vraiment une manière de démontrer à cette population résiliente, et en particulier les femmes, que nous sommes là et que ce ne sont pas des populations qui sont abandonnées. Dans la soirée de ce mercredi à Goma, la première ministre Judith Suminwa a réuni le comité provincial de sécurité. D'aucuns députés nationaux, des ministres dont ceux du budget, de la communication et des médias, le commandant de la force terrestre et le chef des opérations du Nord et Sud Kivu. À l'entame de cette réunion, la première ministre s'est montrée très préoccupée par la crise sécuritaire et humanitaire qui secoue la province du Nord, Kivu en général et particulièrement Rutshuru, Masisi et une partie de Nirangogo contrôlée par le M23. Nous restons toujours en RDC. Le monde a célébré mercredi dernier la journée de soutien aux victimes de torture, actes punissables, quelle que soit sa forme. Au pire des cas, le coupable peut même écoper d'une peine capitale, nous dit un expert juridique, Bénédicte Lébé. La torture est un crime reconnu en droit international et d'après les Nations Unies, elle est considérée comme un acte les plus vils commis par les êtres humains sur les semblables. La torture peut se manifester sous plusieurs formes d'après Maître Willy Williga, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Beaucoup plus on voit la torture physique, mais aussi la torture morale. La torture, c'est tous les services corporels, le fouet, les gifles, le coup, les blessures. Peut-on alors parler des violences basées sur le genre quand on évoque des crimes commis dans la partie est du pays? À l'est, il se passe beaucoup de choses. Et parmi ces choses-là, il y a aussi des tortures. Lorsque, par exemple, on mutile les personnes, lorsqu'on blesse les personnes, lorsqu'on fouette les gens qui ne veulent pas obtempérer à tel ou tel mouvement, lorsqu'on brûle une maison en termes de sanctions contre tel ou tel comportement, ce sont des tortures qui peuvent être les unes physiques, les autres morales, voire psychologiques.
Cet homme de droit a par ailleurs souligné qu'il est formellement interdit à tout agent de l'État et surtout de la justice pour tout mandat de torturer un prévenu, d'autant plus qu'il jouit de la présomption d'innocence. La personne qui va arrêter par convocation au mandat d'amener n'a pas le pouvoir de mettre la main sur la personne arrêtée. Il y a quelques années, la torture a été érigée en infraction, de telle sorte que tout agent qui se comporterait de la manière à torturer une personne convoquée par le magistrat tomberait sous le coup de l'infraction de la torture. À en croire Maître Willy Wilga, la torture est punissable selon les faits. Elle peut conduire à la mort et celle qui entraîne l'amputation de certains organes du corps peut coûter une vingtaine d'années aux coupables. Nous sommes à la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. Merci de rester fidèles au programme de IFTV International. L'actualité continue sur votre chaîne préférée.